Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une décision qui peut vraiment faire ou défaire un projet agricole sur des décennies. Comment choisir le bon terrain pour planter des avocatiers? Les sources qu'on a explorées sont unanimes. Une seule erreur au départ et c'est la catastrophe. C'est exactement le mot. La catastrophe. On ne peut pas réparer un mauvais choix de parcelle. C'est vraiment le geste fondateur. Si on se trompe, on s'engage dans une bataille perdue d'avance, contre la salinité, des racines qui s'asphyxient, des maladies à répétition. Et au final, des fruits trop petits, invendables. Exactement. Le match, il est gagné ou perdu avant même de mettre le premier arbre en terre. Alors, pour y voir clair, on va essayer de décortiquer le processus. On a synthétisé tout ça en une méthode d'évaluation assez simple, comme un entonnoir avec 3 filtres. Oui, 3 filtres successifs. D'abord, on passe le terrain au filtre du climat. Ensuite, celui du sol. Et enfin, le plus critique peut-être, celui de l'eau. L'objectif, c'est d'arriver à la fin avec une réponse claire, point. Est-ce que c'est go, on y va, ou no go, on passe son chemin? Prête? Allons-y. Premier filtre donc, le climat. Et là, c'est le piège classique. On visite un terrain au printemps, tout est vert, il fait beau. Ah oui, le coup de foudre pour la parcelle. C'est ça, on tombe amoureux de la vue et on signe. Grosse erreur. C'est l'erreur du débutant, carrément. Pour l'avocatier, il faut penser comme un assureur, en fait, en termes de risque. Il y a 4 cavaliers de l'apocalypse climatique, les canicules, qui grillent les fleurs, le gel, qui peut tuer les jeunes plants, Le vent. le vent, qui fait tout tomber et qui empêche les abeilles de travailler, et puis l'humidité ambiante trop forte. Ça, c'est une porte ouverte aux maladies. Et là, il y a un point qui m'a vraiment marqué en préparant cette discussion. On a tous le réflexe de regarder la température moyenne annuelle. Mais en fait, c'est un chiffre qui ne veut rien dire. C'est une illusion, non? C'est pire qu'une illusion, c'est un piège. Ce sont jamais les moyennes qui tuent une culture. Jamais. Ce sont les extrêmes. Une seule nuit à moins 2 degrés au moment de la floraison, Et c'est fini. 100% de la récolte anéantie. Une semaine à 45 degrés en plein été peut la réduire de moitié. Les moyennes, elles lissent tout ça, elles cachent le vrai danger. Il faut chasser les extrêmes. D'accord, mais comment on fait concrètement quand on n'est pas météorologue? On peut pas juste lever le doigt en l'air. Non, bien sûr. Il faut mener l'enquête. C'est une démarche en 3 temps. D'abord, l'historique. Aujourd'hui, on peut trouver assez facilement en ligne les données météo des 10-20 dernières années pour une zone. On cherche les températures min et max absolues, le nombre de jours de canicule chaque été, les dates des dernières gelées. Ça, c'est la base factuelle. Ok, ça c'est pour la grande zone, mais on sait bien que d'une colline à l'autre, tout peut changer. Et c'est la deuxième étape, le microclimat. Il faut apprendre à lire le paysage. Est-ce que la parcelle est dans une cuvette, un bas-fond, près d'une rivière? Le fameux 3 gel. C'est ça. L'air froid plus lourd va s'y accumuler. Au contraire, si elle est sur une crête, attention au vent dominant. La proximité de la mer aussi, ça change tout. La température, l'humidité, chaque détail compte. Et la troisième étape, c'est la plus simple et peut-être la plus fiable finalement. Le renseignement humain, il faut aller voir les agriculteurs du coin. Ce sont des mémoires vivantes. On leur pose des questions directes. Alors, ça gèle fort ici l'hiver? Ça monte à combien quand ça cogne en été? Les 45 degrés, vous connaissez? Leur réponse basée sur 30 ans d'expérience, ça vaut toutes les stations météo du monde. Imaginons un scénario. Je trouve un super terrain. Mais l'enquête révèle qu'il y a souvent des pics de chaleur, disons au-dessus de 38 degrés, pile au moment crucial de la formation des petits fruits. Est-ce que ça veut dire que je dois abandonner le projet direct? Pas forcément. Mais ça change tout le calcul économique. Ce n'est plus le même projet. Ça veut dire qu'il faut prévoir, et donc chiffrer dans le budget initial, des aménagements lourds, des brise-vents, du paillage au pied des arbres pour garder l'humidité, et surtout, un système d'irrigation surdimensionné. Je comprends. Donc le climat peut transformer un projet abordable en un investissement colossal. C'est un point crucial. Mais admettons que le climat soit idéal. J'imagine que tout peut s'effondrer si le sol, lui, est un problème. C'est quoi l'ennemi numéro 1 dans la Terre? Si on doit retenir qu'une seule chose sur l'avocatier et le sol, c'est que ses racines, elles doivent respirer. Elles sont superficielles et elles détestent, mais vraiment détestent, l'excès d'eau. Le critère numéro 1, absolu, c'est le drainage. Un sol qui retient l'eau, c'est un sol qui va l'étouffer. Il va asphyxier les racines et ouvrir un boulevard à la pire maladie de l'avocatier, le phytophthora. L'avocatier ne supporte pas d'avoir les pieds dans l'eau. Il y a une image d'arbre qui se noie, littéralement. C'est exactement ça. J'ai vu un cas dramatique, un verger planté dans une cuvette argileuse. Après la première grosse pluie d'hiver, les arbres ont baigné dans l'eau pendant une semaine.
Au printemps, la moitié était morte. Un cimetière d'avocatiers. Tout ça à cause d'un mauvais drainage. Et l'image est terrible, mais ça a l'air super technique à évaluer ce drainage. Est-ce qu'il y a un moyen simple, juste avec une pelle et un seau d'eau, d'avoir une idée si le sol est un piège à l'eau? Absolument. Et c'est même très fiable. Le premier test, c'est le test d'infiltration. On creuse un trou de 40 cm, on le remplit d'eau une fois pour imbiber la terre, on attend, et on le remplit à nouveau. Et là, on chronomètre. Et si l'eau est toujours là après plusieurs heures? C'est un très très mauvais signe. Ça veut dire que le sol est bouché. Simple et efficace. Et il y en a un autre? Oui, creuser une petite fosse à 80 cm de profondeur et jouer au détective. On regarde, est-ce qu'il y a une couche très dure, compacte, comme du béton, la fameuse semelle de labour. Un mur pour les racines. C'est ça. Ensuite, on sent la terre. Si ça sent la vase, le marécage, ça veut dire que le sol manque d'oxygène. Et enfin, on regarde la pente générale du terrain. Une petite pente, même légère, c'est une assurance vie. L'eau s'évacuera naturellement. D'accord. Ces tests de terrain donnent une bonne intuition. Mais pour un tel investissement, il faut des chiffres. Quelles sont les analyses de labo incontournables? Il y a un kit de démarrage essentiel. D'abord, le pH, pour l'acidité. Le C, pour la salinité du sol. Le taux de calcaire actif, qui est un ennemi qui bloque le fer. La matière organique aussi, j'imagine. Oui, le pourcentage de matière organique, le garde-manger du sol, et enfin, les taux de sodium et de chlorure, qui sont de vrais poisons. Après, pour aller plus loin, on peut demander la CEC, la capacité d'échange cationique. C'est un peu la taille du réservoir de nutriments du sol. Justement, la matière organique. Si une analyse revient avec un taux très faible, est-ce que c'est un no-go direct? On pourrait se dire qu'il suffit de mettre des engrais chimiques et le problème est réglé, non? Ah, ça c'est une excellente question. Et un piège classique. On pourrait le croire, mais c'est bien plus complexe. Les engrais chimiques, c'est comme donner un Red Bull à la plante. Ça nourrit sur le coup, mais ça ne construit rien. D'accord. La matière organique, c'est ce qui bâtit la structure même du sol, sa capacité à retenir l'eau, à rester aéré. Donc, un sol pauvre n'est pas un no-go, mais Mais il faut prévoir un budget conséquent dès le départ. voilà. Pour apporter du compost, du paillage, c'est un investissement pour construire la maison, pas juste pour la nourrir. C'est comme comparer un repas rapide à la construction d'une cuisine fonctionnelle. L'un est ponctuel, l'autre est durable. C'est exactement cette idée. C'est un coût de construction. Il doit être dans le business plan initial. Parfait. On a donc le bon climat, un sol qui respire, mais il manque l'élément vital, le troisième filtre, l'eau. J'ai l'impression que c'est le juge de paix final. Le meilleur terrain du monde ne sert à rien sans la bonne eau. C'est le nerf de la guerre. Et ici, il y a deux questions, aussi importantes l'une que l'autre. La première, la quantité. Est-ce que ma source d'eau est fiable? Est-ce qu'elle tiendra le coup pendant une année très sèche? La seconde, c'est la qualité. Et là, pas de secret, seule une analyse de laboratoire complète peut parler. Et ces analyses de labo, c'est souvent du charabia pour les non-initiés. Est-ce qu'on peut traduire les quelques lignes cruciales à regarder? Bien sûr. Le premier indicateur, c'est l'EC, la conductivité électrique. C'est simple, c'est le thermomètre de la salinité. Plus il est haut, plus l'eau est salée. Ensuite, les chlorures. L'avocatier y est hypersensible. Trop de chlorure et le bord des feuilles commence à brûler. Comme si on les avait passés au briquet? C'est l'image parfaite. L'arbre est en souffrance permanente. Et le fameux sodium, j'ai lu qu'il était particulièrement vicieux. C'est un double poison. Le sodium est toxique pour la plante, mais il est surtout catastrophique pour le sol. Il détruit sa structure, il disperse les argiles. En gros, il transforme un bon sol bien aéré en une sorte de béton imperméable. L'eau ne pénètre plus? C'est ça. On mesure son danger avec un indice appelé le SAR. Donc le sodium transforme le sol en béton. L'image est parlante. Et les autres? Il y a les bicarbonates. Eux, leur spécialité, c'est de bloquer l'assimilation des nutriments. Le fer, le zinc, ils peuvent être là, dans le sol, mais la plante ne peut pas les manger. Elle souffre de carences même dans un sol riche. Voilà. Et enfin, le bore, c'est un oligoélément utile à dose de fourmis, mais qui devient un poison violent en cas d'excès. La leçon est claire, ne jamais se fier à une eau qui a l'air bonne à l'œil nu. Seuls les chiffres du laboratoire comptent. C'est non négociable. On ne goûte pas l'eau pour savoir si elle est bonne pour les avocats. Et ces chiffres, ils ne servent pas qu'à dire oui ou non. Si l'eau est un peu limite, ils permettent de construire le plan d'irrigation. Il faudra peut-être acidifier, prévoir de laver le sol en hiver. Sans analyse, on pilote un avion en pleine nuit, sans instrument. Bien, on a passé nos 3 filtres. Climat, sol et eau. C'est le moment de tout rassembler.
Si quelqu'un est debout sur une parcelle en ce moment, qu'est-ce qu'il doit avoir en tête pour prendre sa décision finale? C'est quoi la checklist go, no go? On arrive à la synthèse. Le projet est un go solide si on peut cocher ces 3 cases. 1. Le climat est globalement clément, sans extrême ingérable. 2. Le sol draine bien, il respire, il n'a pas d'obstacle majeur en profondeur. Et 3. L'eau est disponible en quantité garantie et sa qualité est soit bonne, soit gérable avec des techniques connues et budgétées. Et à l'inverse, quels sont les drapeaux rouges absolus? Les signaux qui doivent faire dire stop, on arrête tout et on cherche ailleurs. Le no-go définitif, c'est rarement un seul gros problème. C'est plutôt l'accumulation. Le vrai piège, c'est le terrain cocktail de problèmes. Par exemple, une cuvette froide, éventée et sujette aux canicules. La bataille est perdue d'avance. D'accord. Pour le sol, un sol argileux, lourd, qui reste gorgé d'eau, c'est rédhibitoire. Et enfin, le critère le plus bloquant. Une eau très salée, chargée en chlorure ou en sodium, surtout si le sol draine mal. Parce que là, on n'a aucune solution. On ne peut même pas laver le sol pour évacuer les sels. Dans ces cas-là, le courage, ce n'est pas de s'acharner, c'est de renoncer. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Avec cette grille en tête, impossible de se tromper, ou en tout cas on limite énormément les risques. La prochaine étape logique, c'est de se dire, bon, maintenant que j'ai ce terrain quasi parfait, je plante quoi dessus? Exactement. Le terrain fixe les règles du jeu. La question suivante, c'est de choisir la bonne équipe pour jouer, la bonne variété et, surtout, le bon porte-greffe, adapté à ce sol et à cette eau. On pourrait d'ailleurs proposer une petite fiche récap de tous ces points, une sorte de checklist à imprimer pour une visite de terrain. Excellente idée. Et en attendant notre prochaine discussion, je reste avec une question en tête. Je vous écoute. C'est une question de stratégie au fond. Maintenant qu'on connaît les critères, que faut-il faire? Est-ce qu'il vaut mieux choisir une variété star, très demandée, et dépenser une fortune pour adapter le terrain à ses caprices? Ou est-ce qu'il est plus malin de choisir une variété peut-être moins tendance, mais parfaitement adaptée aux conditions naturelles du terrain? C'est un arbitrage permanent entre l'agronomie et la réalité du marché. C'est le dilemme de tout agriculteur moderne. On en reparlera. Une excellente question pour la route. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie.